Le 19 octobre, les Canadiens et les Canadiens vont faire un choix sérieux entre une expérience concrète qui a fait ses preuves et une approche dangereuse. Les Canadiens méritent un premier ministre qui a l'expérience et le leadership nécessaire pour réparer les dommages causés par Stephen Harper. Le plan de M. Harper a échoué et le plan de M. Mulcair n'est qu'un mirage. Le Bloc québécois est un parti indépendant. Les seuls intérêts que nous défendons, ce sont les vôtres, ceux des Québécoises et des Québécois. Alors, un petit saut en arrière, c'était il y a 40 jours, au déclenchement de cette longue campagne. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a fait la moitié. Il ne reste plus que l'équivalent d'une campagne traditionnelle. Plus sérieusement, Stephen Harper misait justement sur cette campagne de 2 mois pour essouffler ses adversaires. Pourrait-il perdre son pari? Daniel est à Ottawa, Tasha à Toronto, Michel ici à Montréal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Tasha, je vais commencer avec vous parce que vraiment, pour les conservateurs, c'est assez difficile ce qui se passe en ce moment. Il y a cette crise des réfugiés qui prend toute la place dans la campagne. M. Harper avait tenu la ligne dure, pas plus de réfugiés, on n'accueillerait pas plus de réfugiés. Là, il en trouve la porte et il dit, bon, peut-être qu'on pourrait accélérer le processus. Est-ce qu'il est en train de mettre un genou à terre? Pas exactement à genoux et c'est pas son style du tout. Je pense que c'est une réalisation qu'il faut que le gouvernement agisse dans ce dossier-là et pas simplement dire que ce qu'on fait, c'est assez. Il y a eu un bouleversement dans la campagne conservatrice cette semaine et on voit ça parce qu'à cause aussi des sondages qui démontrent que le parti se retrouve en 3e place. Alors, je pense qu'il y a un sentiment qu'il faut démontrer de l'action, sinon le cœur, dans cette affaire qui était l'élément manquant, je pense, qui a tourné les électeurs contre le parti. Daniel, donc, c'est vrai, Tasha a raison, c'est pas le genre de M. Harper de changer d'idée, mais là, quand même, il y a eu de la pression, il s'est senti, il a été forcé de changer de ton. Bien, attendons de voir aussi qu'est-ce qu'il va faire exactement. Le détail, et les changements, ce sont les détails qu'il faudra voir. Qu'est-ce qui va changer? Quelques trucs pour sauver la face ou si ce sera des changements en profondeur? Est-ce qu'il y aura une toute nouvelle approche à la question des réfugiés? Tasha l'a dit, vous l'avez dit aussi, c'est pas dans l'ADN de Stephen Harper de changer d'idée ou d'effectuer des grands virages. Mais il a une campagne qui ne va nulle part, qui a beaucoup de difficultés. Il est fin seul sur le terrain. Dans tous les pays, il y a toujours 2 ministres très importants sur lesquels on peut compter, qui peuvent devenir les messagers du parti quand le chef a des problèmes. Il s'agit habituellement des ministres des Finances et du ministre des Affaires étrangères. Dans les 2 cas, Joe Oliver a complètement disparu. Et je vous mets au défi de me nommer le ministre des Affaires étrangères. Je vous le dis, il s'appelle Rob Nicholson. Hier, quand les journalistes ont voulu lui parler, il s'est sauvé. Donc, il y a un problème majeur d'organisation. Je regarde Stephen Harper depuis une semaine. J'ai l'impression qu'il est découragé, qu'il est résigné. Sauf que Stephen Harper, c'est Stephen Harper. Il va sûrement tenter quelques grands coups pour sauver la barque. Michel, est-ce qu'on est encore dans une course à 3? Bien, Céline, il reste, vous l'avez dit, 38 jours, c'est la durée d'une campagne normale. Donc, théoriquement, il peut se passer encore bien des choses. Mais j'ai pas l'impression que M. Harper va être capable de remonter la pente. Au-delà des tuiles qui se répètent jour après jour, il semble incapable ou même ne pas vouloir vraiment essayer de répondre aux besoins de changement. On a l'impression qu'il est convaincu que ce qu'il fait, c'est la bonne chose et qu'il va vivre ou mourir avec ses politiques. Même l'histoire des réfugiés, écoutez, il n'a même pas l'air de savoir ce qu'il veut faire. C'est trop peu, trop tard. Ça donne l'impression simplement de faire de la récupération de dernière minute. Alors, je pense qu'on est davantage dans une course à 2 maintenant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a quelque temps, je vous aurais dit, en début de campagne, en tout cas, je vous aurais dit qu'en bout de ligne, c'est Tom Mulcair qui sortirait gagnant d'une course comme celle-là, mais maintenant, j'en suis plus sûr du tout. Je dois vous le dire, depuis le début de la campagne, depuis le débat en particulier là, du début de campagne, je suis passablement impressionné par la performance de M. Trudeau et Dieu sait que mes attentes étaient faibles. Et là, honnêtement, je ne serais pas vraiment surpris que c'est lui qui, en bout de ligne, pas former un gouvernement majoritaire, mais qui finisse par se ramasser avec le plus grand nombre de sièges.
qui pourrait se retrouver premier ministre. Venant de vous, Michel, c'est quand même Je suis le premier étonnant. étonné de vous dire ça, Céline. Sacha, Ça va vous? bien, Michel? Ben, écoute, ce que Michel dit est vrai et c'est la course à deux entre les deux partis de centre-gauche, les libéraux et l'NPD, c'est complètement différent qu'une course de le anti-Harper de choix. Ça pourrait être Mulcair ou Trudeau contre M. Harper. Quand les conservateurs tombent en troisième place, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'NPD. C'est une bonne nouvelle pour les libéraux parce que tout le jeu de l'NPD et des conservateurs, c'était d'écraser les libéraux au milieu. Mais là, si ça devient une course entre M. Mulcair et M. Trudeau, c'est la question de l'incarnation du changement. Et M. Trudeau, sur plusieurs plans, incarne un peu plus le changement générationnel, etc., que M. Mulcair, qui a un style et un âge un peu plus proche de celui de M. Harper. Alors, c'est plus difficile ensuite pour et les conservateurs et les NPD de changer cette donne. Daniel, comment expliquer alors ce succès de M. Trudeau dans cette campagne? Écoutez, il est jeune, beaucoup de jeunes. Ceux qui s'intéressent à la politique fédérale, il y en a, pas des tonnes, mais il y en a, sont très attirés vers lui. Il est toujours de bonne humeur. Il fait une campagne de rockstar, de vedette. Les gens aiment ça. Les gens le trouvent beau, le trouvent fin. Il dit pas trop de niaiseries jusqu'à maintenant. On s'inquiétait beaucoup du contenu, du fond, en se disant, bon, on va le faire trébucher à tous les jours. Il avait la réputation de souvent s'accrocher dans des dossiers quand même pas tellement difficiles. Il n'a pas fait d'erreur, il ne fait pas d'erreur, il sait où il s'en va. Il a joué très, très, très gros en promettant de faire des déficits de 10 milliards par année. Les gens se sont dit, c'est une erreur. Cette semaine encore avec Peter Mansbridge, quand il a dit les PME, les petites et moyennes entreprises, souvent c'est des profiteurs qui ne veulent que sauver des impôts. À mon avis, c'est une erreur, sauf que personne ne lui en tient trop rigueur, sauf Stephen Harper. Bref, tout fonctionne pour lui. Il reste 4 débats. Les 2 débats en français, je pense qu'il est plus vulnérable et c'est là où on va vraiment voir de quel bois il se chauffe. Michel? Je pense oui, allez-y, Tacha. J'allais dire, il va être... quand le débat sur l'économie aussi, ça va pas être facile pour lui non plus. Et on ne sait pas si on va avoir un deuxième débat anglophone ou bilingue, comme on dit, sur la politique étrangère, parce que maintenant, les libéraux essayent d'en sortir et c'est pas assez bilingue. Mais il reste que tout le monde disait depuis des mois, sinon des années, que dans un débat entre les trois, M. Trudeau serait écrabouillé. Et c'est vraiment pas ce qui est arrivé la première fois. Et je pense qu'il a pris beaucoup d'assurance et que ça va être beaucoup plus difficile de le coincer dans les prochains débats. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Michel, pour M. Mulcair, alors? Si tout à coup, c'est Justin Trudeau qui incarne ce changement dans le pays? C'est un gros problème pour M. Mulcair, en particulier en Ontario, où là, il y a un jeu difficile à faire. Il doit incarner le changement, mais à la fois ne pas ressusciter le fantôme de Bob Rae. Et ça, le dosage est particulièrement difficile. Et là, ce que je trouve, c'est que M. Mulcair il joue trop fessier, si vous me passez l'expression. Il manifeste une prudence telle qu'on dirait qu'il perd la fraîcheur qu'incarnait le NPD jusqu'à présent. Et tandis que M. Trudeau, lui, est vraiment audacieux. Daniel l'a bien dit. Moi, sa réponse à Mansbridge sur les PME, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Ça m'a un peu rappelé les Corporate Welfare Bombs de David Lewis. Et je trouve que M. Trudeau surprend. Et M. Mulcair, je pense, déçoit un peu, à tel point que M. Trudeau est capable de le comparer maintenant à M. Harper en disant, écoutez, regardez, même affaire, Harper, Mulcair, déficit à tout prix, coupure, c'est pas du changement, ça. Mais c'est ça que les deux partis se sont inversés de position. Traditionnellement, l'NPD est plus à gauche des libéraux, mais sur les mesures comme le déficit, sur les commentaires sur les PME, par exemple, les libéraux se positionnent à gauche du NPD. Et c'est vrai que ce que Michel dit, M. Mulcair doit être prudent parce qu'il ne veut pas que l'NPD semble être une réincarnation de l'NPD de Bob Rae qui était irresponsable sur le plan fiscal. En ce faisant, il devient un peu plus conservateur dans son approche économique. Et Thomas Mulcair a le même défi que Brian Mulroney, que Stephen Harper. Stephen Harper doit relancer sa campagne dans l'ensemble du pays. Il doit absolument le faire et rapidement, sinon il ne pourra pas remonter la côte. Et Thomas Mulcair doit
trouver une façon de percer en Ontario. Pour l'instant, ça ne lève pas du tout. Et le danger, c'est que si on le voit aller en Ontario, on va se dire ailleurs, bon, la solution de rechange, c'est pas Mulcair, c'est Justin Trudeau. Et c'est vrai aussi au Québec, on sera peut-être moins tenté de voter pour Mulcair si on se rend compte que c'est Trudeau. Il y a plusieurs indépendantistes, corrige-moi Michel si je me trompe, qui sont prêts à voter pour le NPD. Est-ce qu'ils sont prêts à suivre un Trudeau? J'en suis moins certain. Je suis convaincu que non. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire au Québec? Écoutez, si on voit que Trudeau prend l'avance, il y a des chances, dans le reste du pays, il y a des chances de former un gouvernement. Il y aurait peut-être un petit effet bandwagon, comme on dit, rallier le camp du gagnant. Mais de façon générale, je ne pense pas qu'il réussisse à déstabiliser réellement le NPD pour deux raisons. D'abord, M. Mulcair a réussi, contre toute attente, parce que ce gars-là était détesté il y a quelques années, mais à se faire aimer au Québec. Et les Québécois l'ont un peu adopté. Mais surtout, le vote bloquiste qui est passé au NPD en 2011 ne passera pas chez les libéraux. Trudeau, si gentil et fin qu'il puisse paraître pendant la campagne, ça reste un Trudeau qui est chef du Parti libéral. Et tout ça rappelle de très mauvais souvenirs à des souverainistes et même à des nationalistes plus mous, disons. Je voudrais juste qu'on revienne à la campagne de Stephen Harper quand même. Tacha, aidez-nous à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du camp conservateur. Est-ce qu'on sent une certaine panique? Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements quand même dans l'entourage de M. Harper. On essaie de rectifier le tir. On a même fait venir un stratège australien apparemment très célèbre. Oui, quelqu'un qui a fait élire ou qui a contribué à la campagne, la élection de Boris Johnson, le maire de Londres, qui est connu aussi, qui a avisé, selon les conservateurs, avise de campagne depuis un bout de temps. C'est pas complètement nouveau, mais maintenant il est là. On pense que, on sait que Jenny Byrne, la directrice de campagne, a été rapatriée à Ottawa. Elle n'est plus à côté du premier ministre. Et il y a des grondements dans le parti à son égard. Les gens disent qu'elle contrôlait trop le message. Il y avait trop peu de gens qui avisaient le premier ministre. Et que toute la question des deux candidats qui ont fait des mauvaises choses, uriner dans une tasse, et l'autre qui avait dit des sottises. Oui, P-Gate, on va le dire, là, P-Gate. Et ensuite, l'autre qui avait dit des sottises sur YouTube, que ces gens-là, c'est la gestion de tout ça. Il était en colère contre elle et colère contre l'équipe. Alors, il y a des bouleversements au sein de la campagne et ça, c'est toujours un signe que les choses ne vont pas bien, effectivement. C'est un signe de désespoir, tout simplement. Si vous ne trouvez pas des conservateurs assez forts, et dans le parti, et parmi les ministres, et chez les conservateurs de l'Ontario, et chez les conservateurs de l'Alberta, pour relever ce parti-là, vous devez aller en Australie. Poser la question, c'est qui répond. Là, vraiment, M. Les libéraux, Obama et l'NPD aussi. M. Harper est responsable de son malheur. S'il est seul aujourd'hui, s'il n'y a pas de ministre sur le terrain, c'est parce que les ministres, il les a ni plus ni moins écartés pendant tout son règne, à part peut-être M. Flaherty qui n'est plus là et peut-être M. McKay. Là. Mais autrement, M. Harper a fait le vide dans lequel il se retrouve aujourd'hui. C'est vrai, on a beaucoup parlé cette semaine au téléjournal de cette concentration des pouvoirs au bureau du premier ministre. Mais voilà, c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse s'entretient avec le chef du Bloc québécois, Gilles Doucet.